le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Ourst. Après avoir été successivement marin, comme son grand-père l'explorateur Émile Ourst, et pilote d'hélicoptère, il se dirige vers l'enseignement au milieu des années 90. Il est alors confronté à des élèves en échec scolaire et s'intéresse aux méthodes d'enseignement, favorisant de meilleurs résultats en vue d'une réussite scolaire et en se formant en Australie et aux États-Unis. Face aux élèves qui vivent mal leur scolarité, son idée principale devient de retrouver le plaisir d'apprendre. Ses recherches sur le sujet l'amènent à découvrir plusieurs approches qui permettent d'apprendre plus sereinement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Merci de venir sur Montpellier. Tu as fait un petit peu de transport quand même pour venir. Toujours autour du documentaire C'est quoi le bonheur pour vous ? Donc je vais aller droit au but. C'est quoi le bonheur pour toi, Bruno ? Alors, lorsqu'on m'a transmis ton invitation, à vrai dire, mon premier sentiment a été de refuser, parce que j'en ai aucune idée. Mais c'est pas pour me faire, pour paraître à part, c'est que le bonheur, pour moi, c'est un mot qui n'a pas de signification. Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Si on me demande est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es malheureux, je dis j'en sais rien. Donc, mon premier sentiment était de refuser parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais causer à cet œil rond qui me regarde là, ça présente aucun intérêt. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais après tout, je vais aller discuter avec Julien, je vais faire sa rencontre, et puis peut-être qu'en discutant, je vais apprendre des choses sur le bonheur. Donc, c'est un peu mon premier sentiment, ma première réaction. Pour tout te dire, depuis que j'ai eu ton invitation, ce thème m'a beaucoup travaillé. Même j'en ai rêvé, même la nuit, ça me travaillait. Et rien que pour ça, j'en suis très heureux. C'est-à-dire que ça m'a fait avancer. Alors que ce qu'on fait, que cette interview serve à quelque chose ou non, finalement, ça a peu d'importance pour moi, mais ça m'a fait avancer. Donc, déjà, l'essentiel est déjà gagné, je dirais, pour moi. C'est clair. Bon. Alors, tout de même, comme j'ai un esprit un peu rationnel, tout de même, je verrais la notion de bonheur comme une forêt circulaire. Et tu as interviewé 1600 personnes, on va dire que c'est 1600 rayons pour aller au centre où il y a l'idée de bonheur qui se cache quelque part dans la clairière qui est au centre. Dans un cercle, il y a une infinité de rayons. Donc, tu n'as pas encore fini de chercher ce qu'il y a au centre de cette forêt circulaire. Mais j'imagine que pour beaucoup de personnes que tu as interviewées, ils t'ont dit, pour moi, le bonheur, c'est un chemin bordé de peupliers. Bon, très bien. D'autres t'ont dit, pour moi, le bonheur, c'est un chemin peuplé de petites fleurs. Bon. D'autres encore t'ont dit, c'est un chemin, j'en sais rien, j'ai pas trouvé de chemin pour entrer dedans. Certainement, des gens t'ont dit, mais moi, il n'y a pas de chemin pour aller là-dedans. Une personne sur 4. Une personne sur 4, c'est fou. C'est énorme. Bon. Donc, il n'y a pas de chemin pour entrer. Alors, j'aimerais, moi, faire un peu autrement. C'est-à-dire pas essayer de trouver un chemin dans la forêt, mais tourner autour. J'aimerais tourner autour et, si possible, légèrement en spirale, c'est-à-dire rentrer un petit peu dans la forêt et puis, dans cette démarche, se ramasser des petits cailloux blancs qui sont les miens propres. Ah, c'est pas les autres, mais qui sont les miens propres. Et c'est un peu tout ce travail, on va dire, intérieur que j'ai fait depuis que j'ai ton invitation, mais en tournant autour. C'est-à-dire que ça m'a fait ressortir des choses parfois très très anciennes et qui me semblent importantes. C'est profond ce que tu dis. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est l'un des objectifs premiers de mon documentaire, et c'est justement de vous faire réfléchir, et de faire réfléchir la population à
qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi? Et donc là, tu matérialises quelque part ma quête à travers ce documentaire, donc je te remercie. Bon, mais de toute façon, c'est gagné. Hein. On pourrait arrêter l'interview là, ça serait fini. Hein. C'est bon, t'as gagné ce que tu voulais. Mais bon, on va tout de même essayer d'aller un peu plus loin. Donc, et puis, toujours avec mon esprit un peu rationnel, je me dis, bon, on va essayer de trouver une base commune pour... Et alors, j'ai cherché, et il y a quelque chose sur lequel je pense tout le monde peut être d'accord concernant le bonheur. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Qu'on a tous envie d'être heureux? Bien sûr que non. Ah non, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être heureux. Et il y a plein d'exemples autour de soi. On dit, mais c'est... Non. Non. Mais il y a tout de même quelque chose qui est important, sur lequel tout le monde est d'accord. C'est quoi? Alors, à vrai dire, je plagie un peu un ami philosophe, Maurice Bellet, qui utilisait... La seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord sur le bonheur, c'est que le mot bonheur est un mot de la langue française. Point. Et là, tout le monde est d'accord. Bon, si on le fait en anglais, ça sera happiness. Bon, il n'y a pas de problème. Mais on peut dire que tout le monde sera d'accord sur ce point. À partir de là, tout diverge, on va dire. Tout le monde a son avis. Alors, ça paraît stupide, mais pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est déjà un premier caillou blanc. C'est-à-dire que dès le moment où on accepte que la seule réalité commune à tout le monde, c'est que le mot bonheur est un mot de la langue française, c'est-à-dire qu'on accepte que les autres aient une autre vision du bonheur. Donc, on refuse d'être intolérant vis-à-vis de sa propre vision du bonheur. Et c'est très important, je trouve, parce qu'il y a plein de gens, tout de même, à travers l'histoire, qui ont voulu imposer leur vision du bonheur, et parfois, ça s'est passé très, très tragiquement. Ah oui, tout à fait. J'ai découvert récemment l'épopée Khmer Rouge, par exemple, au Cambodge. Le bonheur, c'était d'être un agriculteur ignare dans sa rizière. C'était ça le bonheur. Sinon, on était mort. Et en général, on était torturé pour bien dire. Donc, c'était abominable. Et tout ça pour une notion du bonheur. Donc, ce premier caillou blanc me semble important, c'est-à-dire que personne n'a la même vision du bonheur, nous sommes bien d'accord. Mais du coup, ça permet d'être tolérant et de ne pas imposer sa vision du bonheur. Pas moi plus que toi, ni personne d'autre. Et surtout avec la femme. Donc, à partir de là, on a tout de même une base. On peut travailler sur une base. Le mot bonheur est un mot de la langue française. Après, j'ai continué un peu à réfléchir. Et bon, je prends souvent le train et je découvre actuellement que le bonheur est un sujet à la mode. Tout le monde en parle. Et on va dans une gare, il y a plein de bouquins, de revues, de numéros spéciaux. Soyez heureux, rendez vos enfants heureux, recherchez le bonheur, même par des gens très, très, très connus, tout ça. Et pour moi, je déteste les modes. C'est viscéral. Dès qu'il y a une mode, je sors un écran blindé. Je ne supporte pas les... Mais je me pose la question. Pourquoi, à notre époque, il y a tant de gens qui parlent du bonheur? Le comble... Oui. C'est pas nouveau, hein. Ça fait des siècles et des siècles qu'on s'est penché sur la question du bonheur. Hein. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Mais il semble qu'à notre époque, on en parle à nouveau. Quand j'étais gamin, on ne parlait pas du bonheur comme ça. C'est vrai. Et maintenant, on a l'impression que c'est devenu un objet de consommation. C'est possible, oui. Et ça pose question. Alors, quand je vois monsieur Luc Ferry, je n'aime pas du tout monsieur Ferry, qui sort un livre sur le bonheur, je me dis, attention, c'est-à-dire comment on pourrait le définir, monsieur Ferry, comme... un philosophe people, on va dire. Ouais. Quand un philosophe people, à condition qu'on puisse être philosophe et people, c'est encore une chose à voir, sort un bouquin sur le bonheur, moi, je dis, il y a quelque part un problème. Il surfe sur une vague, quoi. Il surfe sur une vague, voilà. Et bien sûr, tous ceux qui gagnent, au bout du compte, ce sont les éditeurs. Hein. C'est ceux qui... ça fait leur bonheur, comme on dit. C'est-à-dire que ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi, à notre époque, on a besoin de tant parler du bonheur? Et pourquoi ça crée une réaction de refus pour moi? Comme tu dis, on parle du bonheur depuis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, depuis 2000, 3000 ans. Hein. Donc, cette question qui se pose, pourquoi le bonheur est devenu un objet de consommation courante et puis qu'il faut absolument le rechercher. Peut-être lié à notre société d'aujourd'hui? Alors oui, c'est là où je crois qu'il y a quelque chose qui pour moi est très important.
j'aimerais émettre une hypothèse, peut-être plein de gens l'ont émise devant cet œil rond qui me regarde là, c'est que c'est la notion de bonheur qui fait notre malheur. Ça paraît paradoxal, mais j'en suis profondément persuadé. C'est-à-dire, c'est parce que l'être humain occidental, je dirais, est toujours à la recherche du bonheur qu'il fait son malheur. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette notion de bonheur, et il semble qu'en Orient, il y ait beaucoup moins cette notion de bonheur, eh ben, on serait plus heureux quelque part, même si c'est contradictoire. C'est très européen. Ouais. C'est très européen, très occidental. Et moi, je suis toujours frappé. Par exemple, tu vas dans la nature, tu vois une araignée qui tisse sa toile, tu dis, mais est-ce que pour elle, la notion de bonheur a un sens? Bien sûr que non, elle tisse sa toile. Pour un arbre qui pousse, là, est-ce que la notion de bonheur a un sens? Elle n'a aucun sens. Est-ce que pour une rivière qui coule, la notion de bonheur a un sens? Elle n'a aucun sens. La rivière, elle coule. Alors parfois, on pourrait dire qu'elle est contente, avec des guillemets, si il n'y a pas trop d'eau, ni pas assez d'eau, enfin qu'elle est au juste milieu. L'arbre, il est peut-être content lorsqu'il y a suffisamment d'eau, de soleil, etc. Mais au bout du compte, la notion de bonheur, pour eux, n'existe pas. Et pour moi, ça veut dire quelque part que ce soit l'araignée, que ce soit la rivière, que ce soit l'arbre, ils sont entièrement dans ce qu'ils font. Ils sont dans leur nature d'arbre, dans leur nature de rivière et dans leur nature d'araignée, alors que l'être humain n'arrive pas à être dans sa vraie nature. Et ça fait c'est très, très... En fait, nous sommes coupés de la nature. Quelque part, non, c'est pas que nous sommes coupés... Oui, nous sommes coupés de la nature beaucoup, mais nous ne sommes pas à notre juste place dans la nature. Et ça, j'en veux beaucoup. Et pour moi, c'était très important d'éliminer ça dans ma vie personnelle, puisque c'est moi qui parle là. C'est cette idée très judéo-chrétienne qui dit, bon, l'homme est à part, Dieu a dit l'homme est à part, vous allez nommer tous les animaux, les trucs, les machins, les fleurs, vous allez domestiquer la nature. On voit le résultat. Le double résultat, c'est que l'homme se croit tout permis vis-à-vis de la nature, et surtout se croit à l'extérieur de la nature. Et dès le moment où il n'est plus dans la nature, il n'est plus dans un continuum naturel, ça crée une angoisse terrible, parce que l'être humain, c'est un éclair de conscience entre deux néants. Avant, il n'existe pas, après, il n'existe plus. Alors, il a un éclair de conscience, il est en dehors de la nature, et du coup, il va chercher à s'accrocher à cet éclair de conscience qu'il va vivre. Mais si on se remet dans un déroulement naturel, le mot exact, hein, on fait partie de la nature complètement, les choses deviennent beaucoup plus simples, et on n'a plus besoin de parler de bonheur ou de malheur. On est un ensemble. Pardon ? On fait partie d'un ensemble, on est oui, un tout. Enfin d'un ensemble qui se déroule et dans lequel on est partie prenante. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on est des êtres réfléchis? Parmi les espèces animales et les espèces vivantes sur Terre, on est peut-être quasiment la seule espèce qui est douée d'une réflexion pour se dire qu'on existe, quelle est notre place ici dans l'univers. Comme tu dis justement, je suis pas sûr qu'une rivière ou qu'un arbre se pose ce genre de questions. Oui, tu as raison, on est un être réfléchi, mais je constate que par exemple dans les civilisations orientales, ils ont une approche, ils sont tout aussi réfléchis que nous, mais ils ont une approche beaucoup plus naturelle des choses. C'est-à-dire pour eux, eh ben, on naît, on vit, on meurt, et puis c'est un continuum, et puis alors eux, ils peuvent penser qu'ils renaissent après, peu importe, mais on est dans un continuum. Pour eux, ils font partie de la nature, et ce sont des êtres pensants comme nous. Donc je pense que c'est cette idée qui est propagé par la Bible en disant mais il faut que l'homme mette la main sur la nature, il est à l'extérieur de la nature, il est supérieur à la nature, qui fait des ravages et qui crée notre malheur. Dans ce cas-là, c'est culturel. Je dirais que oui. C'est-à-dire que le fait que pour nous le bonheur existe, qu'on le recherche, fait vraiment notre malheur. C'est ça qui nous rend malheureux. C'est paradoxal, mais tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, complètement. Donc en gros, il faudrait absolument pas être dans une quête du bonheur. Il faudrait juste être dans l'instant présent, et surtout pas être dans une idée de recherche, d'aller chercher du bonheur. Absolument. Okay. Absolument. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, que j'essaie de vivre au quotidien. La philosophie taoïste est très bien, je trouve, pour exprimer ça. Elle parle d'être dans le flot de la rivière.
C'est une très jolie expression, je trouve. Et pour moi, lorsque j'ai le sentiment, j'ai l'intuition d'être dans le flot de la rivière, on va peut-être essayer de définir ça un peu. Et alors, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler le bonheur, mais être dans le flot de la rivière, ça peut être être dans la douleur, dans le deuil, je sais pas quoi, mais je suis tout de même dans le flot de la rivière. Alors, ça serait quoi le flot? Ça serait parce que c'est fluide, parce que tout est. Alors, le flot de la rivière. Alors, je vais pas trop parler du Tao parce que paraît-il, plus on en parle, moins on en sait. Alors, donc, j'en sais pas grand-chose, mais c'est une expérience qui est difficile à exprimer. C'est-à-dire que quand tu es le sentiment de faire la bonne action au bon moment, au bon endroit. Voilà. Tout est juste. Tout est juste. Tout est juste. Voilà. Tu as exactement la bonne expression. Et ça, on le sent. Et je te dis, c'est pas forcément lié au bonheur ou au malheur. C'est le fait d'être dans la justesse. On est à notre place au bon moment. On est comme l'arbre qui pousse au bon moment et pas ailleurs. Et c'est ça, pour moi, qui est beaucoup plus important que le fait de chercher du bonheur ou de faire attention au malheur, qui, toujours pour moi, n'a pas grand sens. Là, par contre, ça a du sens. Parce que je l'ai vécu, pas très souvent, mais parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Mais quand on sent qu'on est vraiment dans le flot de la rivière, là, il y a une espèce de contentement extraordinaire. Et c'est là où, que j'appelle pas bonheur, mais c'est parce que ça peut être, comme je te dis, ça peut être bien vivre un deuil. Par exemple, je me souviens, ma belle-mère, je l'ai accompagnée avant qu'elle meure, et j'avais vraiment le sentiment d'être avec elle, c'est-à-dire d'être au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, c'était très important. Et pour elle aussi, c'était très important. Et ce que ses enfants avaient beaucoup plus de mal à faire que moi. Voilà. C'est un point très intéressant parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec des scientifiques et des chercheurs qui se posent cette question justement du bonheur et qui l'étudient sous tous les angles. À un moment donné, dans leurs recherches, on parle du flow. Et le flow, quelque part, il y a quelque chose de très proche avec le flow de la rivière, comme toi tu le soulignes. Être dans le flow, c'est à un moment donné dans ta vie, c'est avoir trouvé ta juste place et être dans une espèce de courant où tout est fluide, où parfois on parle de synchronicité et où tout est juste. Et c'est cette quête, entre guillemets, quelque part, que certains ont, c'est d'essayer de trouver leur place et d'essayer de mettre à contribution leur excellence pour le bien commun. Et à partir du moment où ils sont dans cette dynamique, on dit qu'ils sont dans un flow, et donc tout est propre. Tout est juste, tout est fluide. À une petite nuance près, tout de même, que j'aimerais préciser, c'est que tu parles de quête. Pour moi, alors c'est le problème de l'action après. C'est-à-dire, ceux qui vont dans les librairies gares acheter un livre sur le bonheur de Monsieur Ferry, par exemple, on imagine qu'ils veulent être plus heureux. Bon, ils ont le but d'être plus heureux. Là, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert il y a quelques années, qui est aussi très important pour moi, c'est réfléchir à l'action, c'est-à-dire et j'ai découvert une idée qui me fait vivre aussi, même si c'est très modestement et à petite échelle. C'est une idée qui est célèbre et qui est dans la Bhagavad Gita. Je ne sais pas si tu connais si à l'évidence tu connais ça. Ça me parle, ouais. Mais alors peut-être que je peux raconter un peu devant l'œil rond qui me regarde cette affaire qui est très intéressante parce que c'est un problème que je vis quasiment au quotidien. Donc, il y a deux armées qui sont l'une en face de l'autre et c'est juste avant la bataille. Et il y a le héros Arjuna qui s'adresse à son conseiller spirituel, qui s'appelle Krishna, et qui lui dit « Qu'est-ce que je fais ?» Parce qu'en face, dans l'armée en face, il y a mes cousins, il y a mes oncles, il y a mes amis qui sont là, et on va s'entretuer. Si je vais à la bataille, on va s'entretuer, je vais tuer mes cousins, mes oncles, mes amis. Oui, ils vont tuer chez moi mes amis, mes frères, mes sœurs. Mais si j'y vais pas, je vais paraître comme un lâche. Donc, est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois ne pas agir? Et c'est toute cette dimension. Et la réponse de Krishna, de son maître spirituel, je trouve, est extraordinaire. Enfin, moi, je la trouve extraordinaire. Hein. Il dit « Agis sans rechercher le fruit de ton action. Agis parce que tu penses que c'est la bonne action. » mais pas pour atteindre un but, pas pour aller à la quête de quelque chose. Je prends cet exemple. Je viens ici parler avec toi, Julien. Quel est mon but? J'en sais rien. Mon train a eu 1 heure de retard. C'est une habitude, mais je suis arrivé... Bon. Si il avait eu 2 heures de retard, ça aurait été annulé. Peu importe.
je viens pas ici dans un but de je sais pas quoi. Je viens juste parce que je pense que ma juste place, c'est d'être là pendant 1 heure avec toi. C'est tout. Est-ce que tu suis pas ton intuition? C'est pas l'intuition, c'est une démarche intérieure où lorsqu'on fait une action, on la fait pour elle-même et non pas pour obtenir un but. Alors ça pose beaucoup de problèmes. Je te donne un exemple. J'ai une petite entreprise. Alors parfois on a eu des gros clients, on a gagné pas mal d'argent, très bien, et puis parfois les clients, bon, ils font peu importe, ils nous disent ciao, ça va plus. Et c'est un débat qu'on a eu souvent avec des personnes de ma petite équipe, mais alors il faut contacter des clients, les appeler, etc. C'est-à-dire agir avec un but. Il faut les harceler, hein, il faut les rappeler toutes les semaines, leur envoyer un message, et à chaque fois, et ça a agacé certains, je leur dis non, on fait notre travail, et puis si les clients viennent, c'est bien, s'ils ne viennent pas, c'est bien aussi. Et ça, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on doit faire, et en restant, si possible, dans le flot de la rivière, et puis arrive ce qui pourra. Pour moi, harceler quelqu'un pour lui faire signer un contrat, ça n'a pas de sens. C'est rechercher le fruit d'une action, et on sait que ça crée du stress, que ça crée de la tension, etc. Et voilà. Alors, et comment dire, ça marche pas mal. J'ai constaté que oui, ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, eh ben, on n'a plus de clients, parce que heureusement qu'on n'a plus de clients à ce moment-là, parce qu'on a des problèmes à résoudre entre nous. Et puis lorsque les problèmes sont résolus, ben, les clients reviennent juste au bon moment où ils viennent. C'est très très curieux. Et alors ça paraît parfois presque miraculeux, mais c'est le fait d'être dans cette démarche ouverte où on agit, on fait ce qui nous semble bien. Moi, je fais la pédagogie, je reformate des formations pour des entreprises, pour des écoles. On aide les gens, on aide les parents. J'écris des livres, mais j'écris pas des livres pour, je sais pas, pour être célèbre ou je sais pas quoi. D'ailleurs, chaque fois que je vois un de mes bouquins dans une librairie, je suis très étonné. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ce truc-là? À quoi ça correspond? Je le fais parce que je pense que c'est nécessaire quelque part de le faire. Voilà. On parle de lâcher prise aussi. Alors, de lâcher prise, ouais. C'est une expression que j'aime pas trop parce qu'elle est justement à la mode. Je m'excuse, hein, okay. Je m'excuse. Beaucoup de gens utilisent à tort et à travers cette expression de lâcher prise. C'est différent. Lâcher prise, c'est comme, oui, c'est d'une certaine manière, c'est pas vraiment lâcher prise, c'est faire confiance. C'est faire confiance. On pourrait dire faire confiance au flot de la rivière, faire confiance à la nature telle qu'elle s'écoule, la vie. Faire confiance à la vie, mais d'une manière réelle, c'est-à-dire tous les jours. Est-ce que ce ne serait pas se faire confiance? Pardon? Est-ce qu'au final, ce ne serait pas se faire confiance? Ah, alors ça c'est un sujet qu'on va peut-être aborder aussi, bien sûr, c'est forcément lié. Parce que parfois il faut prendre sur soi. Pour dire, mais attends, je fais confiance à la vie, on verra, j'ai tout préparé, tout ce qui est possible, et puis il y aura des clients, ou bien il y aura des gens, ou bien je vais rencontrer la personne qui va faire mon bonheur, ou bien non. Il faut faire confiance à la vie. Quand on s'accroche, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc j'aime bien cette idée de faire des actions sans rechercher le fruit de son action, sans faire une quête. C'est-à-dire, et les gens qui disent il faut rechercher le bonheur, je dis, quand on recherche quelque chose, on sait très bien finalement qu'on a du mal à l'atteindre. Par contre, si on fait confiance, voilà, si on reste ouvert, il y a une idée très intéressante d'ailleurs, ça c'est très taoïste aussi, je m'excuse, hein, mais ça me parle à moi. C'est le fait d'être très attentif. Il y a l'image du héron qui est dans la rivière, sur une seule patte, hein, il est dans la rivière, et on a l'impression pendant 2 heures qu'il dort, il ne bouge pas. Il ne se passe rien. Et tout d'un coup, d'un geste extrêmement brutal, il plonge la tête, il prend le poisson. C'est-à-dire, il était là, dans une patience absolue, et il guettait l'événement qu'il ne fallait pas laisser passer. Et là aussi, je trouve que c'est une démarche pour un être humain qui est intéressante, c'est-à-dire c'est d'être attentif à ce qui passe à notre portée pour ne pas laisser passer notre chance de prendre la personne qui va nous aider, par exemple. On en revient à la pleine conscience.
Oui, peut-être, on peut appeler ça la pleine conscience. Je ne sais pas trop ça aussi. Là aussi, c'est devenu une mode, alors ça m'agace. Mon Dieu, c'est tout ce qui est... Être en conscience, être là, être vraiment là, être présent. Voilà, être vraiment présent et être attentif au déroulement. C'est-à-dire que voilà, c'est une rivière qui coule, mais qui est attentive à ce qui se passe le long des berges. Je ne sais pas comment dire ça. On n'est pas que spectateur, on est aussi acteur. On est acteur, mais comment dire, acteur sans rechercher le fruit de notre action, toujours, tu vois. On est acteur comme le héron, il est parfaitement acteur, mais il ne va pas passer son temps à soulever des pierres, à machiner pour trouver un poisson. Il est absolument dans l'attente, mais il ne laissera pas passer la bonne occasion lorsqu'elle viendra. Et moi, j'ai des exemples très précis dans ma vie où c'est, tu vois, tu passes un milliard de fois au même endroit, et puis la fois suivante, là, tout à coup, tu dis, mais je suis déjà passé là, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Et puis tu prends une autre voie. Ou bien la personne qui arrive exactement au moment où il faut pour t'aider à sortir d'un problème de travail monstrueux dans lequel tu es complètement englué. La personne passe et tu lui dis, est-ce que tu veux venir avec moi travailler? Oui, et voilà. Il ne faut pas la laisser passer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y en a certains, alors peut-être que ça ne va pas te plaire du coup, parce que c'est à la mode, il y en a certains qui parlent de la loi d'attraction. Dans ce que tu dis, dans ces synchronicités où la personne arrive à un moment au bon endroit, je rejoins ce que je te disais, est-ce que finalement on ne serait pas acteur de notre propre bonheur ou même bien de notre malheur, et que finalement dans les énergies qu'on pourrait dégager, on attirerait les situations, les personnes, et qu'on serait totalement finalement responsable et acteur de notre vie. Alors peut-être, moi ça me va très bien. Le tout c'est de le vivre. Là où je me méfie beaucoup avec les livres à la mode, tout ça, c'est que souvent les gens achètent le livre et disent j'ai acheté le livre donc je sais ce qu'il y a dedans. Hein, j'ai payé 15 € donc je sais ce qu'il y a dedans. Alors qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre, très bien. Le tout c'est de vivre ça. Moi j'exprime devant ton œil rond là qui me regarde, j'exprime quelque chose que j'essaie de vivre au quotidien et qui se rapproche quelque part de cette idée de bonheur, mais qui, pour moi, n'est pas vraiment le bonheur, c'est autre chose. Là, tu parles d'expérience, quoi. Je ne parle que de ça. Je ne parle que de ça. Disons, je suis venu à ton invitation pour parler de ce que je vis vraiment, parce que intellectuellement, je pourrais faire des grands discours hein, sur alors on va peut-être parler des philosophes, parce que j'aime beaucoup la philosophie, et quand ils parlent du bonheur, parce qu'il y a des pierres à prendre, mais qui résonnent en moi. Et ça, là, je parle uniquement de choses qui résonnent en moi. C'est pas des choses intellectuelles qui sont belles, mais intellectuelles. Alors que les gens parlent de synchronicité, déjà Jung en parlait hein, il y a longtemps, ou d'autres choses, très bien. Le tout, c'est est-ce que ces personnes le vivent, essaient de le vivre dans leur vie. C'est ça qui est important. Alors, ça serait quoi en fait? Ça serait un chemin? Ce serait le chemin le plus intéressant? Comment ça? Dans le bonheur. Beaucoup disent que c'est pas l'objectif, mais c'est le chemin qui est intéressant. Oui, enfin ça c'est aussi une expression qu'on emploie beaucoup lorsqu'on va à Compostelle, par exemple. L'essentiel, c'est pas d'aller à Compostelle, c'est le chemin qui t'y mène, bien sûr. Quoique, je fais une parenthèse là. Nicolas Flamel, au Moyen-Âge, a été faire le voyage de Compostelle. Et il dit que ces grandes intuitions, il les a eues au retour. Et personne ne rentre à pied. Tout le monde va à Compostelle, mais en général, on rentre en bus, en avion, en train, ou je sais pas quoi. Et je pense que le retour de Compostelle doit être beaucoup plus intéressant. Mais ça, c'est... Pourquoi pas? Oui, j'en sais rien. Après, il faut le vivre. Hein, Alors, est-ce que c'est un chemin? Je ne sais pas. C'est une manière c'est une manière de vivre tous les petits cailloux qu'on a vus là déjà pour l'instant. C'est le fait d'accepter que les autres soient différents dans notre vision du bonheur. C'est le fait de reprendre notre place dans la nature. C'est pas vraiment un chemin, c'est une manière d'être. Voilà, une manière d'être. Hein. Il y a plein de gens sûrement qui t'ont dit devant cette caméra que c'est cette cohérence de notre manière d'être peut-être qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle le bonheur. Mais alors, parce que je continue, parce que je t'ai dit que ça m'avait fait travailler beaucoup, ta question.
c'est très curieux, il y a une phrase qui m'est revenue 50 ans, de plus de 50 ans. Tu vois, toi, tu es jeune, hein, et un texte auquel je n'avais plus jamais pensé depuis mon adolescence et qui s'est mis à résonner pour moi. Alors, l'affaire Internet est très pratique pour ça, parce que ça permet de retrouver le texte. Et c'est le texte d'une pièce de Jean Anouilh qui s'appelle Antigone, l'Antigone d'Anouilh, et où on parle du bonheur, justement, et d'une manière que je trouve extraordinaire, enfin qui m'avait énormément marqué quand j'étais adolescent, et que j'ai retrouvé et qui a toujours sa force. Et là aussi, je trouve qu'il y a un caillou blanc à tirer, c'est-à-dire ceux qui refusent le bonheur. Alors, je dresse un peu le tableau. Hein. Antigone, c'est l'histoire de Sophocle, l'abominable de celui qui couche avec sa mère parce que je sais pas quoi, et bien, donc il est obligé de tuer son père. Enfin bon, c'est une histoire très compliquée de Sophocle, hein, abominable. Et voilà la scène. Antigone, une jeune femme, jeune fille, son frère a été laissé, est mort, et on l'a laissé dans le désert à pourrir. Et s'il n'a pas de sépulture, il ne pourra pas, il lui faut une sépulture. Et la cité interdit à quiconque d'aller donner une sépulture au frère d'Antigone. Et elle a dit, moi je veux l'enterrer, je veux cette sépulture. Elle sait qu'elle risque la mort parce que toute personne qui voudrait donner cette sépulture à son frère serait punie de mort. Et il y a un dialogue extraordinaire entre Antigone et son oncle Créon. Créon qui lui explique que c'est pourquoi elle se met dans un tel état pour si peu de choses. Et il lui dit, mais écoute, tu as toute la vie devant toi, sois heureuse, marie-toi avec Aimon, celle qu'elle aime. Et elle dit, mais j'en ai rien à faire de votre sale bonheur. Je ne veux pas de votre sale bonheur. Quelque part, elle refuse ce bonheur un peu, alors que Créon, donc son oncle, décrit, c'est-à-dire s'asseoir le soir fatigué sur un banc pour regarder le soir tomber, regarder un enfant qui joue, lire un bon livre, tous ces petits bonheurs. Il dit, mais vis cela, tu es jeune, tu as la vie devant toi, marie-toi, vis cela, vis une vie de bonheur. Et elle dit, mais je ne veux pas votre sale bonheur. Et c'est cette expression de sale bonheur qui m'était restée dans l'oreille 50 ans après. Et alors, ce refus d'Antigone, il me plaît toujours. Alors, bien sûr, je ne vais pas refuser le bon livre, regarder l'enfant qui joue, regarder le soir qui tombe, parce que j'apprécie énormément ça. Mais il nous dit quelque part, je trouve, il me dit quelque part, cette révolte d'Antigone, si on accepte un bonheur trop cosy, on est moins humain, parce qu'on est obligé de faire des compromissions, on est obligé de faire des petits arrangements. Bien sûr, on voit des gens qui meurent à la télé, tout ça, oui. Donc, mais est-ce que ça t'empêche de regarder avec plaisir l'enfant qui joue? Non, bien sûr, tu fais des petits arrangements. Elle a dit, moi, je ne veux pas de ces arrangements. Je veux rester dans mon refus de votre bonheur, on va dire, on dirait peut-être, même si c'est pas exact, votre bonheur petit bourgeois. J'en veux pas. Conditionné. Pardon ? Un bonheur conditionné. Oui, ce bonheur où on profite de la vie entre deux néants, entre avant il y a rien, après il y aura rien. Là on est sur la terre, donc on profite de la vie, on recherche toujours ce bonheur. Elle dit moi j'en veux pas. Et donc elle va aller jusqu'au bout. Et la scène est d'une violence extraordinaire, mais on se dit quelque part elle a raison, c'est-à-dire que elle refuse des compromissions. Elle veut être humaine jusqu'au bout. Elle veut pas du bonheur un peu, pas factice, mais un peu mièvre. Elle veut être humaine. Pour elle, on va dire, son bonheur, c'est d'être une femme, un être humain à part entière, et en refusant toutes les compromissions. Et ça j'aime beaucoup, même si moi-même, je suis pas très fort là-dedans. Hein. Alors je m'assure, je suis contre la bêtise humaine, je comprends pas les gens qui recherchent le pouvoir d'une manière si stupide, qui détruisent la planète d'une manière incroyablement bête. Mais je suis pas prêt à descendre dans la rue, comme je suis pas prêt à mettre ma vie en jeu. N'empêche, j'aimerais bien.
quelque part, j'aimerais bien parce que c'est là où on a vraiment le sentiment d'être humain. C'est-à-dire qu'au moment de ta mort, tu dis j'ai vécu ma vie en tant qu'être humain complètement. Donc c'est ce message un peu de cette Antigone d'Agnew qui, moi, me touche toujours beaucoup. C'est-à-dire le bonheur, rechercher quelque chose qui ressemble au bonheur, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix des compromissions, pas au prix des petits arrangements. Il faut que et il y a une tirade extraordinaire où elle parle de son amoureux, on va dire. Elle dit mais si mon amoureux n'est pas aussi dur que moi, c'est-à-dire et aussi ferme que moi, je n'aime plus. C'est plus mon amoureux. Moi je veux qu'il soit comme moi, qu'il soit dur, qu'il soit dur, qu'il vive sa vie d'homme à part entière. Ce qui peut être compréhensible, parce que sinon il y aurait un décalage. Bien sûr, bien sûr. Mais j'aime bien cette révolte qui est vraiment à hauteur d'homme. C'est-à-dire que et on a l'impression que pour beaucoup, la recherche du bonheur, c'est un peu ces compromissions. C'est-à-dire, la vie est dure, il y a les problèmes de trucs, de machins, de choses, et profitons de la vie tant qu'on peut, etc. Et ça, il y a un message là-dedans qui me touche beaucoup. Voilà. Bon, je comprends. Ouais. Mais tu me fais penser à quelque chose en t'écoutant. C'est la société dans laquelle on est. Donc culturellement, socialement parlant, notre société. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un conditionnement aussi très fort de notre société pour nous faire croire que finalement la vie, elle peut être très moche ailleurs et donc du coup on peut se contenter de ce qu'on a parce que du coup, comme il y a des morts un peu partout, qu'il y a des gens qui sont dans des situations catastrophiques, finalement nous on est heureux. Oui, et c'est très pervers, quoi, parce que ça. Tu vois, c'est exactement comme je disais, l'être humain qui se croit différent de la nature. Dès le moment où on peut être un peu heureux, on est différent des gens, qui s'entretuent, et on n'a pas ce sentiment d'être humain parmi des humains. On est à part, on a et puis la France est très privilégiée pour ça. Hein. C'est clair. Et on a par rapport à plein de pays. Et donc voilà, c'est peut-être ce message et d'autres de personnes qui se sont révoltées contre cette notion de bonheur en disant mais je veux pas de votre petit bonheur, de votre sale bonheur. Hein. On voit toute la révolte d'une adolescente là-dedans. Hein. C'est souvent c'est peut-être pour ça que ça m'avait marqué dans mon adolescence, mais même sur la fin de ma vie, là, pour moi, ça me parle encore, de rester à hauteur d'homme face aux compromissions, aux petits arrangements avec la vie. Ouais, j'entends une notion de liberté derrière tout ça, parce que finalement, c'est pas aussi être libre, sa prise de décision, de dire voilà, moi je suis pas d'accord avec votre bonheur. Bonheur pour moi, c'est pas ça, quoi. Alors cette notion de liberté, je l'ai retrouvée. Alors peut-être on pourrait y venir. J'ai trouvé on pourrait parler un petit peu des philosophes. Allez. Et alors, quand j'étais jeune aussi, j'adorais la philosophie. J'ai complètement perdu le contact avec la philosophie. Et grâce à un café philo près de chez moi, là-bas, et 2 jeunes profs de philo tout à fait passionnants, ça m'a redonné le goût de la philosophie. Et c'est très rigolo parce que je ne sais pas si on lira encore Monsieur Ferry dans 2000 ans, mais en tout cas, on lit toujours Platon et Sénèque 2000 ans après ou 2500 ans après. Donc, pourquoi acheter des livres sur le bonheur alors que pour 2 € pièce, hein, on a du Sénèque et qui vous donne des clés, à mon avis, on fait des économies, tout simplement. Alors, je prendrai 3 ou 4 idées. Parce que je me suis replongé du coup un petit peu là-dedans, hein, c'est toujours ce cheminement. Il y a 3 ou 4 idées que j'aimerais, qui me parlent bien là encore et qui correspondent à quelque chose de ma vie. Alors il y en a une que je mets de côté, mais qui m'a fait rire. On parle beaucoup de psychologie positive, hein, qui donne plein de bons conseils pour être heureux. J'en ai encore relu là plein, les 10 conseils pour être heureux, il faut faire ci, il faut faire ça, très bien. Moi, ça me donne des boutons, mais à des personnes, peut-être que ça parle. Hein. Et tu connais cette expérience, sans doute, d'autres ont dû en parler, où quand on demande à quelqu'un, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous brossez les dents.
Alors pourquoi vous brossez les dents? Pour garder mes dents en bonne santé. Pourquoi vous voulez garder vos dents en bonne santé? Parce que j'aurai un joli sourire. Et pourquoi vous voulez avoir un joli sourire? Pour plaire aux gens. Et puis pourquoi vous voulez plaire aux gens? Parce que c'est bien d'être aimé. Et pourquoi vous voulez être aimé? Pour être heureux. C'est-à-dire que quand tu tires les pourquoi jusqu'au bout, tu arrives, en prenant quasiment n'importe quel sujet, tu arrives pour être heureux. Et alors, donc les psychologues sont beaucoup amusés avec ça, hein. Et puis j'ai expérimenté ça 2 ou 3 fois, ça marche très bien, hein, ça marche très bien, même avec quelque chose. Mais pourquoi tu as lancé ce projet, je sais pas quoi. Bon, tu tires les pourquoi jusqu'au bout, et puis pour être heureux. Et en fait, Aristote disait exactement ça. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, j'adore le titre de ce livre, l'Éthique à Nicomaque, paraît-il, hein, il dit, en fait, le but ultime de toutes nos actions, c'est d'être heureux. Bon, et donc, la psychologie cognitive a redécouvert Aristote 2300 ans après, j'en suis heureux. Mais ça, c'est juste pour mettre une parenthèse un peu amusante dans mon discours, peut-être un peu trop sérieux. Après, j'en viens à Socrate. Et Socrate, dans le Gorgias, hein, je crois, il y a une idée qui me plaît bien, et que j'essaie de mettre en œuvre. Hein. Je ne parle pas en philosophe, hein, je parle en quelque chose qui me parle. Hein. C'est la notion de tempérance. La notion de tempérance, c'est-à-dire qu'on a des désirs, on a des passions, on a des envies. C'est pas ça qui est grave, d'avoir des envies, des plaisirs, des envies. C'est de rester dans la tempérance, et pas dans l'excès. Donc l'équilibre. Dans une forme d'équilibre. Oui, et voilà, par exemple, je ne sais pas si tu as lu ce livre de Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha. Siddhartha, c'est le futur Bouddha. Au départ, il dit, bon, je vais être un ascète, mais le pire ascète qui soit, quoi. Donc, il va dans un extrême. Et il s'aperçoit que ça ne marche pas. Et après, il comprend, alors il passe par une phase très intéressante, je trouve, où il va apprendre tout ce qui concerne les jeux de l'amour. Et là, on sent que, alors je ne sais pas si des personnes en ont parlé, dans toutes les personnes qu'interviewait, mais tout ce qui traite autour de la sexualité, à mon avis, peut jouer un rôle très important. Des personnes, et je pense, disent que tout le malheur de notre monde, hein, tout le malheur de notre monde vient essentiellement de la sexualité qui n'est pas naturelle. Et pour eux, c'est évident. C'est-à-dire que si tout le monde avait une sexualité naturelle, on va dire, hein, et on sait bien les contre-exemples innombrables et abominables qui existent partout, eh ben, les gens ne s'entretueraient pas, ne battraient ni leurs femmes, ni leurs enfants, je ne sais pas quoi. Enfin, ça se passerait beaucoup mieux. Ouais, c'est intéressant. Donc ça, c'est les extrêmes. Et puis, voilà, la tempérance de Socrate, c'est dire, voilà, ce n'est pas un refus comme l'ascète des plaisirs, de la passion, mais c'est de ne pas aller trop loin, ni trop peu, ni trop. Pas d'excès. Pas d'excès, voilà. Alors ça paraît tout simple, mais pour moi c'est très important. C'est quelque chose de... Alors, mais ça peut être aussi pas trop de travail, ça peut être pas trop de recherche de pouvoir, dans tout. Pas trop, ça marche dans tout, ça. C'est-à-dire la tempérance en tout. Moi, je suis étonné par tous ces gens en ce moment, en mars 2017, qui recherchent le pouvoir, quoi. On ne parle que de ça. Curieusement, d'ailleurs, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, mais j'ai vu un article là-dessus qui confirmait ça. Les psychologues considèrent ça maintenant presque comme une maladie mentale. C'est intéressant. Ah oui. Oui, quand on prend George Bush, quand on prend Tony Blair, quand on prend Nicolas Sarkozy, quand on prend je ne sais pas quoi, tous ces gens-là, en fait, on peut les considérer sous l'aspect de malades mentaux. Un peu névrotiques. Je crois les psychologues sont en train de créer une classe spéciale pour ces gens-là. Ah, excellent. Mais et tiens, le jour même où j'ai eu ton invitation, j'écoutais la radio et il y avait une interview d'Albert Camus qui parlait du bonheur. C'était marrant, toujours. Hein, il y a synchronicité, on peut en parler, tout ce qu'on veut. Et il disait, il y a des gens qui refusent le bonheur, en particulier ceux qui recherchent le pouvoir. Ah, on dit, ça c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que ceux qui cherchent le pouvoir, en fait, c'est une fuite du bonheur quelque part. Ouais. Et ça, je pense qu'ils n'en sont pas conscients. S'ils en prenaient conscience, peut-être qu'ils verraient la vie d'un autre côté. Ouais, c'est possible.
Donc voilà, je reviens à Socrate avec cette tempérance qui est intéressante. Et puis à Sénèque. Moi, j'ai découvert Sénèque et je suis tombé amoureux de Sénèque, j'avoue. Chef-d'œuvre, comme dirait Yasmina Reza. Je ne sais pas si tu connais la pièce Art de Yasmina Reza, où elle parle de Sénèque d'une manière très amusante. Chef-d'œuvre. Et c'est tout petit livre. Hein. J'ai commencé par De la brièveté de la vie. De la brièveté de la vie, c'est à 2000 ans, mais ça pourrait avoir été écrit hier, tellement il nous décrit dans notre comportement névrotique à la recherche du pouvoir, de l'argent, des trucs, des machins, ou bien d'aller chez mon coiffeur me faire des frisettes, ou bien je sais pas quoi. C'est étonnant. Bon. Mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle De la vie heureuse. Un petit livre qui fait 20 pages, hein, qui s'appelle De la vie heureuse. Et là, j'ai trouvé 2 ou 3 idées qui me plaisent vraiment beaucoup, disons où je me retrouve. C'est ça que, toujours, hein, c'est mes petits cailloux blancs à moi. D'abord, il dit, mais le bonheur, c'est lié à la vertu. Alors, vertu au sens philosophique du terme, quelque part, c'est... je résume comment je décrirais ce que décrit Sénèque. C'est être quelqu'un de bien, comme dans la chanson. Être juste quelqu'un de bien. Être juste quelqu'un de bien. Ni extrême, ni rien, juste quelqu'un de bien. C'est-à-dire que... Altruiste. Altruiste ? C'est l'altruisme, c'est très ambigu, je trouve. Disons, c'est un peu tout ce que je viens de décrire quelque part, c'est-à-dire que de ne pas être dans l'excès, ni dans la démesure, ni dans le manque, c'est de respecter l'autre sans vouloir imposer quelque chose, c'est vivre sa vie sans empêcher l'autre de la vivre. On en revient à la justesse, être juste. Quelque part, voilà. Être quelqu'un de bien. Et ça, c'est la vertu, c'est ce qu'il appelle vertu. Ou la sagesse. Ou la sagesse. Alors la sagesse, ça me semble plus compliqué pour moi. Hein. C'est plus inatteignable, la sagesse. Ah, okay. C'est pour moi. Hein, Donc la vertu. Alors voilà, la première idée, c'est être juste quelqu'un de bien, sans... Et moi, je fais un lien avec un thème qui n'existait pas du temps de Sénèque, quelque chose qui n'existait pas du temps de Sénèque, mais qui est pour moi très important, c'est la notion d'estime de soi. J'ai écrit un petit livre sur l'estime de soi, j'ai beaucoup appris, au moins ça a servi à ça, j'ai beaucoup appris sur l'estime de soi, j'ai découvert en fait que quand on tirait le fil de l'estime de soi, il y avait tout, mais il y a tout, dont le bonheur qui vient, mais la démocratie, le truc, tout vient quand on tire le fil de l'estime de soi. C'est étonnant. Donc c'est un livre qui s'adresse au premier abord aux parents. J'aide mon enfant à développer son estime de soi. J'ai appris d'entrain d'ailleurs qu'il va être traduit en coréen. Alors là, ça m'a laissé sur le... Je me dis, pourquoi les Coréens sont intéressés à l'estime de soi ? Bon, ça m'a ouvert encore bon. Et alors l'estime de soi, donc je parle de l'estime de soi de l'enfant parce que ça s'adresse aux parents. Et après, vers la page 130, là, entre 2 pages, je prends entre 2 pages le lecteur parent et il dit, mais attends, on va parler un peu de votre estime de soi à vous, parents, adultes. Et quelque part, lorsque l'estime de soi est branlante, est mal équilibré ou déséquilibré, quelque part, on ne peut pas avoir ce bonheur dont tu recherches la clé quelque part, je pense. C'est-à-dire le fait de pouvoir se regarder dans une glace, sans le fait d'avoir de vivre. Par exemple, un des piliers de l'estime de soi, c'est vivre avec conscience. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de ça tout à l'heure. C'est aussi avoir des buts réfléchis, c'est accepter ce que l'on est, si tu en parlais tout à l'heure, accepter ce que l'on est, c'est un pilier de l'estime de soi, accepter soi-même tel que l'on est, mais aussi accepter d'être responsable de ses actes. Voilà. Mais le plus difficile, et là, c'est là où je rejoins Sénèque, et pour moi c'est très difficile, c'est le dernier pilier, on va dire le 6e pilier, c'est d'être intègre. Et ça, c'est le plus difficile, parce qu'on vit dans un monde où l'intégrité, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un président le mois prochain on ne va pas lancer encore ce sujet-là, mais c'est à l'évidence des gens qui ne sont pas intègres du tout.
et qui vont diriger un pays, qui vont diriger des gens, des hommes, etc. Et tout le monde trouve ça normal, semble-t-il. Donc l'intégrité et l'intégrité intérieure aussi, c'est-à-dire j'ai des valeurs, j'en cause, ce dont je parle aujourd'hui devant cet œil rond qui me regarde, est-ce que je suis capable de les vivre au quotidien toujours? C'est pas si facile que ça. Cette intégrité, je pense qu'elle fait partie, lorsqu'on est vraiment intègre, on touche quelque part à cette idée de bonheur, mais c'est très difficile, et surtout à notre époque, c'est encore plus difficile qu'avant. Est-ce qu'on pourrait le résumer par cette célèbre phrase « un esprit sain dans un corps sain » ? Alors tu sais que cette phrase, mot pour mot, elle est dans Sénèque. Ok. Elle est dans Sénèque, j'ai relu dans le train encore. C'est une phrase de Sénèque. Il dit exactement, pour être heureux, il faut un esprit sain et que le corps soit en bonne santé. Parfait, la boucle est bouclée. Voilà. Donc, alors, j'en reviens à Sénèque parce qu'il y a une autre idée qui me plaît beaucoup aussi, qui me convient bien aussi, et qui est décrit dans ce petit livre, c'est dire, en fait, pour être heureux, il faut se contenter de peu. Vous apprenez à vous contenter de peu. Quand vous avez beaucoup, profitez-en. Mais si, pour une raison ou pour une autre, ce beaucoup se diminue pour revenir au peu, vous ne serez pas malheureux. Vous avez appris à vous contenter de peu. Par contre, et ça c'est très de notre époque, si vous apprenez s'il vous faut beaucoup pour vivre, pour être heureux, il vous faut beaucoup, dès qu'on vous enlève quelque chose, c'est la catastrophe. Vous devenez malheureux. Alors on pourrait prendre plein d'exemples, mais à notre époque, on pousse les gens à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. On leur dit, mais vous serez heureux si vous avez le dernier smartphone à la mode, si vous allez aux Seychelles prendre des vacances, si vous accumulez les bouquins sur le bonheur, etc., vous allez être heureux. Et surconsommation. C'est la surconsommation, et on veut faire croire aux gens qu'ils vont être heureux, et dès qu'on leur enlève un petit peu quelque chose, et ça arrive forcément, ne serait-ce que par l'âge, quand on vieillit, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et tout à coup, c'est la catastrophe. Quand on voit des personnes âgées qui ne savent pas vivre avec leur vie intérieure parce qu'on ne leur a jamais appris, c'est une catastrophe. Leur vieillesse est très très dure, ou bien quand ils sont malades, ils ne peuvent plus bouger, et ils sont plantés dans la télévision 20 heures sur 24, c'est une catastrophe. Donc j'aime bien cette idée de Sénèque en disant, apprenez à vivre de peu, si vous avez beaucoup, très bien, profitez-en. Comme lui-même en a profité d'ailleurs, parce que c'est un homme riche. Mais si vous avez peu, pas de problème. Vous serez toujours heureux, on va dire, même si vous avez peu. J'aime bien cette idée. C'est du coup apprendre à vivre peu, profiter quand on a beaucoup, quand on a plus, on va dire, sans excès. Et puis, quand le moment est venu de venir avec peu, ça sera très bien. Et la dernière idée de Sénèque, qui est peut-être finalement pour moi, alors je ne sais pas si on a décrit beaucoup de cette spirale autour, pas mal. Mais pour moi, on atteint à quelque chose qui pour moi est essentiel et qu'on retrouve dans Sénèque et qu'on retrouve. Alors le contentement, on le retrouve dans la philosophie du yoga, ça s'appelle Santosha. Et la dernière idée de Sénèque, qui me semble très importante, on la retrouve aussi dans la philosophie du yoga, qui s'appelle, je ne sais pas comment, un nom bizarre, c'est se débarrasser de la peur de la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut être heureux, on va dire, que si on arrête d'avoir peur de la mort. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'être humain, dans cette occidentale, on va dire, lui, il a peur de la mort. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y a rien. Donc, il faut s'accrocher à la vie, absolument. La mort est quelque chose d'abominable, quelque part. Alors que si on va dans le flot naturel de la rivière, on vit, on meurt. La mort est naturelle. Et je crois que notre sérénité dans la vie, je préférais ça au mot bonheur, vient de notre relation à la mort. Si on a une vision saine de la mort, même de la souffrance, je dirais, on devient serein. C'est-à-dire que la mort n'est... Alors après, on peut dire, est-ce que la mort est une fin, est-ce qu'il y a quelque chose après ? Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le tout, c'est aucun intérêt, on n'en sait rien. Donc, ce ne sont que des spéculations. Le tout, c'est notre relation à la mort. Comment je vois ma mort ? Oui, je prépare le fait que je vais mourir, après que je laisse les affaires à peu près en ordre à mes enfants, à ceux qui vont me suivre, etc. De la même manière que ceux qui sont passés avant moi l'ont fait. Et Sénèque le dit très bien. Je trouve que les anciens philosophes parlaient beaucoup de la mort, mais d'une manière très saine.
C'est-à-dire, pour eux, c'était quelque chose qui était parfaitement intégré. Alors que nous, c'est quelque chose qui exclut. La mort, on n'en parle pas. C'est peur, et je dirais, alors là, pour moi, c'est une grande interrogation. On parle souvent de réussir sa vie. Moi, ma grande interrogation, c'est est-ce que j'arriverai à réussir ma mort? Et pour moi, c'est très important. Okay. Parce que si je te dis, tu sais que tu as 50% de chance de finir ta vie avec une maladie d'Alzheimer dans la démence sénile, est-ce que c'est ça le bonheur pour toi? Tu me diras pas vraiment. Au même titre que si on nous prédisait notre avenir, enfin notre futur plutôt, je suis pas sûr qu'on soit OK pour l'entendre, hein, peu importe la situation. Alors, je dirais les choses un peu autrement. C'est-à-dire que je trouve que le progrès médical fait qu'on sort un peu des limites de l'être humain tel qu'il est. Si on prend les Romains, Sénèque, il y a 2000 ans, il avait une espérance de vie à peu près moyenne, et puis au moment de mourir, il mourait. Maintenant, on est capable de maintenir en vie les gens. Donc, on maintient des gens en vie. C'est comme si, quand la feuille allait tomber de l'arbre, on dit, attendez, la feuille va tomber de l'arbre, on va mettre un morceau de scotch. Non, mais c'est ça qu'on fait. Ouais. On met un morceau de scotch à la feuille pour pas qu'elle tombe. Ouais. On garde les gens en vie parce qu'on sait le faire. Il y a un siècle, on ne savait pas le faire. Et du coup, on ne laisse pas les gens mourir naturellement, comme ça devrait être naturel. Et du coup, c'est une cause de souffrance, d'angoisse énorme. Personne n'a envie de devenir... d'avoir de la démence sénile, de finir dans sa vie en démence sénile. Je vais te poser une question, alors ça serait quoi réussir sa mort? Pardon? Ça serait quoi réussir sa mort? Réussir ma mort, ça serait une mort naturelle. C'est-à-dire comme, mon père est mort dans son sommeil, mon grand-père est mort dans son lit, je sais pas. C'est-à-dire une mort naturelle où le moment est venu, on fait appel à la famille qui vient entourer le mort, et puis voilà, comme le font beaucoup les orientaux, c'est-à-dire avec le livre des morts, le Pardotodol, où on aide la personne à franchir ce seuil vers on ne sait pas quoi, mais peu importe. D'accord. Alors que finir passer 10 ans sénile dans un centre de soins palliatifs, ça, c'est pas réussir ma mort, c'est quelque part. Il faut pas y penser. Pardon? Il faut essayer de ne pas y penser, peut-être. Être dans ce fameux lâcher-prise dont on parle. On n'a pas prise. Alors, les stoïciens, les philosophes avaient une réponse à ça, ils disaient c'est le suicide. Hein, comme ça, c'est clair. Et certains le font, effectivement. Il y a beaucoup de vieux qui se suicident. Alors ça, c'est... tout ce que je sais, c'est que j'espère que je réussirai ma mort. Mais c'est pour dire que pour moi, une des clés de ce bonheur auquel tu tournes autour, là, c'est la relation qu'on a avec la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on vit bien cette relation, on vit sereinement, on n'a plus d'angoisse, on est de passage, on reste dans le flot de la rivière, on fait les actions sans rechercher le fruit, si possible, le fruit de son action. On est intègre. Voilà, on est intègre, on accepte la mort comme elle va venir. Et avec ça, quelque part, j'ai l'impression de cerner un petit peu ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Alors, toi qui es dans le monde de l'éducation, est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait du temps à faire réfléchir les enfants à cette thématique? Alors, j'aimerais bien savoir comment on fait avec les enfants qui sont mourants. Qui sont mourants? Oui, qui ont un cancer, il y a des enfants qui viennent des services. Parce que, semble-t-il, eux, ils ont une conscience aiguë de la mort et ils n'en ont pas peur. Et ils ont une vision de la mort qui est peut-être beaucoup plus naturelle que ce qu'on a. Alors comment... disons, c'est difficile. Et j'imagine, un enseignant qui va commencer à parler de la mort dans sa classe, les parents vont venir rapidement débouler dans sa classe. Par contre, faire prendre conscience aux enfants d'être dans l'action juste, d'être dans l'action respectueuse de soi qui respecte les autres, c'est être à sa place naturellement. C'est plus ça dont je parlais, hein. C'était plus de réfléchir à cette notion du bonheur, pas forcément de la mort. Voilà, ouais. Oui, d'accord, pardon. Oui. C'est de les mettre dans cette notion de pas être dans la recherche du bonheur, parce que peut-être que pour eux, le bonheur, c'est avoir la dernière sonnerie à la mode à mettre sur leur smartphone, et ce qui est tout de même très dommage. Hein. C'est Julien, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Les enfants grandissent en observant les adultes. Donc, quand ils observent des adultes qui sont à la recherche frénétique d'un pseudo-bonheur,
ils ne peuvent pas apprendre ce que c'est que le bonheur. Quand ils sont en contact d'adultes qui sont sereins, qui parlent de ce genre de choses d'une manière sereine, qui ne recherchent ni le pouvoir, ni l'argent, ni la gloire, ni la puissance. Hein. Il y a des profs qui jouent beaucoup sur la puissance. Hein. Moi, je suis grand, vous êtes des crétins. C'est par imitation, je trouve. Mais ça oblige, du coup, les adultes à être vraiment des vrais adultes à part entière. C'est clair. Et là, on rejoint la petite Antigone qui dit « mais moi, je ne veux pas de compromission, je veux être un être humain à part entière ». Et c'est ça que vous avez à transmettre à vos enfants. C'est sûr, c'est sûr. C'est dans ce sens-là, peut-être que tu es au courant, du coup, on est en train de créer une école pour les enfants que j'ai appelée l'école de la vie, qui est une école alternative, qui est basée sur plein de courants alternatifs, tu sais, comme Montessori, Steiner, Freinet, etc. Parce que mon postulat de départ, je dis très souvent, j'ai la chance de voyager partout dans le monde, et à chaque fois que je reviens ici, je me dis, tout part de l'éducation. Si on veut essayer de faire en sorte d'avoir une planète qui est peut-être plus positive ou qui avance dans le bon sens, s'il faudrait mettre une définition à bon sens, en réalité, tout part de l'éducation. Pierre Rabhi, lui, il va nous dire qu'il faudrait changer l'agriculture, ce qui est vrai. Si on change l'agriculture, a priori, il y a de fortes chances qu'on change aussi notre planète. Moi, je suis part du postulat qu'il faut revoir notre système éducatif pour essayer d'accompagner au mieux les enfants. Dans cette démarche, pourquoi pas aussi, ça serait très intéressant d'imaginer des cours de philo où on commence à parler du bonheur pour les faire réfléchir le plus tôt possible aussi à ça. Mais dans l'idée, voilà, de créer un environnement et de les accompagner au mieux pour ce qu'ils sont, pour qu'ils puissent se révéler vraiment dans ce qu'ils sont. Alors c'est drôle parce que ce que tu décris là, alors d'abord, une petite parenthèse, c'est que Pierre Rabhi, lui, il parle de l'agriculture, mais il a une fille qui a créé une école. Sophie. Hein, donc c'est pas lui qui l'a créée, mais c'est sa fille. Je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'il y a eu une transmission de témoins et la fille s'est intéressée à l'éducation. Ouais. Mais ce que tu décris là encore, je reviens dans mon adolescence, je reviens à un livre que je relis encore. Je disais, mais bon sang, c'est Libre aux enfants de Summerhill, l'école de Summerhill. Oui. Voilà. Et maintenant, elle est très décriée. Alors, il y a des gens qui ne veulent même plus entendre parler de Summerhill parce que ce sont des anarchistes, je ne sais pas quoi. Et quand on relit la préface de Neil, qui a créé cette école, il dit, mais on éduque les enfants à la mort. On a une éducation mortifère. Et l'école que tu veux créer, c'est une école de la vie. Et que Neil avait déjà voulu créer. Et c'est rigolo. Oui, il a réussi. Hein. Moi, je trouve qu'il a réussi. J'ai vu un reportage où on voit des anciens élèves, hein, il y avait des Français d'ailleurs, et comment ils ont tourné, on va dire. C'est très intéressant. Oui. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus politiciens, ou je ne sais pas quoi, hein, ça c'est clair. C'est normal. Et certains sont devenus ingénieurs, ils ont fait ce qu'il fallait pour réussir leur vie parce qu'ils avaient des bonnes racines. Comment dire, c'est créer une école. Pour moi, c'est se battre contre des gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde. Je ne sais pas comment dire ça. David contre Goliath. Pardon. David contre Goliath. C'est pas tellement ça, c'est se battre contre la bêtise humaine. Tout un exemple, on a intervenu il y a quelques mois, on était 3, hein, avec 2 autres formatrices dans un très grand établissement catholique de Paris. Ça s'est très mal passé, Et en particulier, pour différentes raisons, et en particulier, il y a eu on a projeté un reportage d'un chercheur, Sugata Mitra, reconnu. Et on a eu cette réflexion de certains profs en disant mais il devrait être interdit de propager ce genre d'idées. Et l'idée c'était quoi? C'est qu'on pouvait apprendre sans enseignant. C'est évident. Mais ça a déclenché des réactions, je ne t'imagine pas la violence des réactions qu'il y a eu dans la salle. C'est-à-dire d'opposition très brutale. On ne change rien. Ah voilà. Et on fait tout pour ne rien changer. Voilà, on est en France. On est en France, voilà. Une fois, j'ai reçu un message d'une dame française qui vivait en Hollande. Elle me disait, mais moi, mes enfants vont en école en Hollande, hein, et quand ils reviennent voir leurs cousins en France, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont heureux à l'école. C'est clair. Et en France, pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils ne veulent pas? Et on ne comprend pas. Et on touche à un point, ça c'est un petit caillou qu'on n'a pas abordé, mais qu'on pourrait aborder longtemps, c'est la bêtise humaine. Et la bêtise humaine, on la trouve partout,
avec cette nuance, je ne sais pas si tu connais ou tu te souviens de la chanson de Jacques Brel, L'ère de la bêtise. Il a fait une chanson sur la bêtise. Et à la fin, il dit, mais comment ça se fait qu'au bout du compte, dans mon miroir, je vois ton regard familier dans mon propre miroir, parce que on voit la bêtise des autres, mais on a aussi notre bêtise. Mais quand on est face à la bêtise bien épaisse, et ça, c'est très désespérant. Tu crois pas qu'on peut s'adapter ? Je crois que la seule manière de s'y adapter, c'est de pas de lutter contre le courant. Mais bien sûr. C'est-à-dire, je sais pas, à une époque, Isabelle Filiosa m'avait demandé de l'aider à créer une école, au point de vue pédagogique. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'école à Saint-Maur, à côté de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'école était finie, tout, parfait, truc, machin. Elle était prête, les profs, les machins, les trucs, prêts pour l'ouverture. Mais ça ne plaisait pas aux gens de la mairie de Saint-Ouen et qui ont trouvé que le mur, il manquait, je crois, 5 cm, le mur pour qu'il soit dans les normes. Et l'école n'a pas pu ouvrir. Pour ça ? Pour ça. C'est-à-dire que là, on est face à une bêtise massive. Bienvenue en France, oui. Bah oui. Oui. Alors que faire ? Moi, je dirais, c'est revenir en soi. C'est-à-dire que vous voulez pas de mon école, je reviens, enfin, je refais mon travail et je reprends mon chemin. Peu importe, c'est-à-dire que c'est de pas, parce que si tu vas à contre-courant, tu t'épuises. Tu t'épuises. Complètement. Donc être dans le flot de la rivière, toujours ça marche pas. Bon, il manquait 5 cm, vous avez raison. Alors, on va avoir 10 ans de procès, mais peu importe. Mais derrière. Alors, on pourrait aller plus loin. Pourquoi il y a cette souffrance ? Parce que derrière, il y a des souffrances. Pourquoi ces personnes se sont opposées ? La peur. Pourquoi ces profs dont je parlais tout à l'heure se sont opposés si violemment ? Il y a des souffrances. Et pourquoi il y a des souffrances ? Il y a des souffrances, ouais, ça c'est évident. Mais ce que je vois aussi de mon côté, pas forcément à travers le documentaire, mais de mes voyages et de ma petite vie jusqu'à présent, c'est que j'ai l'impression qu'on oscille entre deux notions, ou deux énergies, ou deux émotions, la peur et l'amour. Et finalement, moi, quand je t'entends parler de ces enseignants là qui ont été très réfractaires, moi, j'entends derrière vraiment une peur quelque part, quoi, tu vois. Et si on travaillait, c'est pas travailler, mais si on accentuait peut-être davantage cette notion d'amour, comme le fait Amma, par exemple, de son côté, c'est pareil. Je pense qu'on pourrait largement inverser les courants, quoi, quelque part. Oui, alors l'amour c'est très compliqué, c'est un amour aussi, tu pourrais faire un documentaire sur l'amour, tu aurais 1600 approches différentes de ce que c'est l'amour. Amma, c'est un chemin qu'elle fait parmi d'autres, qui convient à certains, qui ne convient pas à d'autres. C'est très difficile de trouver une clé unique quelque part. Et c'est vrai que là, on a tourné autour. Moi, j'ai trouvé quelques petits cailloux, mais je n'ai pas trouvé la clé unique. Je ne sais même pas si elle existe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu sais, il y a quelque chose chez les orientaux, paraît-il. Lorsque le sage atteint l'illumination, il rit, paraît-il. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire que, en fait, tu as compris. En fait, tu as compris, et c'est tellement. Tu avais le nez dessus, quoi, et tu l'as jamais vu de toute ta vie, et tout à coup, le sage, il a enfin compris, et il éclate de rire en disant mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'était tout bête, et c'était à portée de main, et puis on s'est épuisé à le faire. Bon, alors j'espère que j'aurai un jour ce plaisir, peut-être, j'aimerais beaucoup de me mettre à rire en disant mais bon sang, c'est bien sûr. Je te le souhaite. Est-ce que tu aimes les citations ? Je m'en méfie beaucoup. Ah oui ? Vas-y, je t'écoute. Non, je voulais juste te poser la question, est-ce que tu as une citation parmi d'autres que tu affectionnes plus que d'autres ? Est-ce que j'ai une citation que j'affectionne ? Là, tu me prends un peu à froid, là. Sur le bonheur ? Ce que tu veux. Moi, je vais te donner une citation qui me suit un peu partout. Ouais. C'est celle de Gandhi, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », parce que je la trouve tellement puissante, je trouve qu'elle résume tout. Et voilà, elle est même encadrée dans mon bureau. Je trouve que c'est très puissant comme citation. Ce qui est important dans une citation, c'est de la vivre toujours. Ouais. Si tu la vis, toi, là, oui. Alors, il y a quelque chose qui me vient tout de même. À une époque lointaine, j'ai appris l'arabe et j'avais appris un proverbe
et qui tombe bien peut-être comme clôture de cette interview. Je vais dire en arabe avec mon mauvais accent et puis je traduirai. Tetkalem ketir, terlat ketir. Plus tu parles, plus tu as des chances de te tromper. Et ça, quelque part, alors là j'ai pris le risque, hein. J'ai parlé longtemps, j'ai pris le risque de me tromper, mais c'est le fait d'être méfiant toujours quand on s'exprime. Peut-être que moi je reviens à cette idée dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être plus on en sait, moins on en parle. Plus on en sait, moins on en parle. Et peut-être que c'est valable également pour le bonheur. Merci Bruno. Merci Julien. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»